essayer rapidement de tresser le portrait, de dresser le tableau de la société à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et voilà la structure de ma présentation pour les 3 prochaines heures. Donc, le cadre général, quel est-il? De quoi parle-t-on lorsque l'on fait allusion à la finance casino? Vous m'entendez? Il faut que je sois à côté du micro. Je m'assois dans ce cas-là. C'est plus simple. De quoi s'agit-il lorsqu'on fait allusion à la finance casino? J'essaie d'être concret en décrivant un certain nombre de ces paris, parce que qui dit finance casino dit paris. Quels sont-ils ces paris? La question du réchauffement climatique et de l'éco-blanchiment, la complaisance du monde académique par rapport à tout cela, parce qu'elle est sans limite, à Zurich, à Lausanne, à Genève et dans de nombreux pays. Et puis réagir, parce que bon, il y a des solutions, des problèmes, il y a des solutions, et si on n'aborde pas les solutions, on risque tous d'être en dépression. Donc il y a des solutions, heureusement, il s'agit de les identifier. Donc certains thèmes sont liés à mon livre, bien sûr, parce que pourquoi stop? Parce que quand on est effectivement, comme tu l'as dit, quand on est dans une impasse, il faut réfléchir, il ne faut pas accélérer, et puis il faut chercher une autre direction. Alors le cadre général, c'est celui d'un capitalisme prédateur, sur allusion à Trump, mais bon, c'était déjà le cas en grande partie avant. C'est un système mafieux qui s'est mis en place, avec un racket organisé au sommet de l'État. Toi, tu es méchante à 39%, toi, tu es gentille à 34%. Donc, ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était une farce pitoyable, tout simplement, de la part de chefs d'État en Europe, en Suisse, dont la préoccupation la plus importante, la préoccupation prioritaire était, devinez quoi, de satisfaire le roi Donald. Pas vous, pas moi, nous qui avons voté pour eux, non, satisfaire Donald. Ah bon? Donc j'ai relu la première phrase de la Constitution parce qu'il aurait été bon que ces personnes qui sont censées nous représenter l'aient lu. Alors voilà, c'est une phrase assez longue, on commence par Dieu, le Tout-Puissant, etc. Le peuple et le canton suisse, conscient de leur responsabilité envers la création, résolu à renouveler leur alliance, etc. Après ça, on voit des mots-clés: liberté, démocratie, indépendance, paix, dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde. Donc, très bien. Vous voyez, État le 3 mars 2024. Et puis aujourd'hui, nous sommes mardi, et la semaine dernière, j'ai fait un saut à Berne, parce que je voulais en avoir le cœur net. Je me suis dit, il y a peut-être une nouvelle version de cette Constitution qui nous aurait échappé. Alors, je suis allé à la bibliothèque, effectivement, au Parlement. Puis le début est le même. Vous voyez, État le 18 août cette fois-ci, 2025. Au nom de, vous vous souvenez, ma version initiale, c'était au nom de Dieu. Là, une toute petite modification, mais autant que vous le sachiez, au nom de Donald le Tout-Puissant. On n'a pas voté parce qu'il s'agit de détails, mais enfin, vous le savoir tout de même. Après ça, le peuple et canton suisse, conscient de leur responsabilité envers, vous vous souvenez, la création. Donc il y a aussi un tout petit changement, aussi une nuance, envers la création monétaire. D'accord. Et puis après ça, bon, résolu à renouveler leur, vous vous souvenez, alliance, etc., leur soumission. Voilà, donc simplement vous sachiez, 3 petits détails qui n'ont probablement pas requis une votation, mais qui sont tout de même importants. Alors, les signaux essentiels sont au rouge. Justement, on est dans cette impasse. Le réchauffement climatique, la pollution, perte de biodiversité, pandémie, guerre permanente, injustice sociale insupportable, inflation, mauvaise situation économique, etc. etc. Et j'aimerais illustrer mes propos par un petit graphique avec, je reste à côté du micro, mais vous voyez en bleu le PIB mondial, environ 100 000 milliards de dollars, un peu plus. En rouge, juste au-dessus, toutes les dettes, publiques et privées. Donc environ 3 fois plus. En réalité, c'est encore plus avec certains produits complexes. Environ 3 fois plus. Et qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est que la ligne rouge croît plus vite que la ligne bleue. Donc ça veut dire que les dettes croissent plus vite que le PIB. Qu'apprennent les étudiants en économie, ici comme ailleurs, c'est que la croissance est essentielle. La croissance du PIB, donc en bleu, est essentielle pour rembourser une partie des dettes en rouge. Et que générer des dettes est important, en rouge, pour obtenir une croissance. Manifestement, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas l'idéologie. Vous voyez que la courbe rouge croît plus vite que la bleue. Et comme, il faut être réaliste, ce sera impossible de payer toutes ces dettes. Donc, il y a des paris financiers, c'est pour ça que je fais allusion à la
finance casino, les paris financiers en vert, selon la Banque des règlements internationaux, CISABA, qui permettent de parier. Officiellement, ils permettent aux entreprises de se couvrir contre des risques de change, etc. Très bien. Mais la grande majorité correspond à des paris sur quoi? Des défauts, des faillites d'entreprise. Vous voyez, ils correspondent, ces produits, à environ 7 fois le PIB mondial. On a tous des produits de couverture. Pour la santé, par exemple, pour ceux qui ont une voiture, une assurance voiture, ceci, cela. Mais notre PIB, à nous, c'est notre salaire. On n'a pas des produits d'assurance qui correspondent à 7 fois notre salaire. Il y a un problème. Et voilà, c'est la situation actuelle. Donc des paris à grande échelle qui déstabilisent le système. Sur ce graphique, j'ai gardé les 3 mêmes courbes précédentes et j'ai rajouté en haut, donc ça fait changer d'échelle en quelque sorte, les transactions financières électroniques, puisque c'est un des thèmes de ce soir, taxer les transactions financières électroniques. Vous voyez qu'elles correspondent, pour résumer, j'y reviendrai à la fin de ma présentation, à environ 150 fois le PIB. Donc une taxe, transaction électronique, tout ce qui est fait de manière électronique. Et je suis prudent avec ces chiffres, c'est probablement bien plus. Donc une taxe ne serait-ce que de 0,1% sur tout ce qui bouge de manière électronique, avec le téléphone, l'ordinateur, etc., générerait des montants énormes de l'ordre de 100 milliards de francs en Suisse par an. Alors la politique monétaire, qu'elle soit de la beurre ou pas, elle vise à quoi? Elle vise à rassurer les marchés financiers. Donc chaque fois que vous voyez une crise, en bleu, vous voyez une chute. Ici, je me lève, mais vous allez m'entendre. Ici même, crise. Donc là, c'était la Covid. Donc en bleu, vous avez les cours boursiers, et bien, de l'indice Standard & Poor's SP500. Et en rouge, vous avez le bilan de la Banque centrale américaine, la Fed. Dès qu'il y a une chute sur les marchés financiers, qui est par définition insupportable aux yeux des grands investisseurs, cette dernière donc intervient en achetant un certain nombre d'actifs, peu importe, et tout de suite vous voyez que les cours en bleu repartent à la hausse, et le bilan de la banque, la Fed en question. Donc l'objectif est d'éviter tout type de crise financière que ne supporteraient pas les grands investisseurs. Alors la distribution des revenus liés comme résultante de tout cela, eh bien j'ai indiqué ici 5 milliards, pas 5 millions, 5 milliards, parce qu'il y a des individus qui sont susceptibles de recevoir par an plusieurs milliards. Plusieurs millions, c'est pour les losers. Ils arrivent à plusieurs milliards. Et donc nous, on est 8 milliards, environ 8 milliards d'individus sur cette petite planète. Et vous avez environ 45% de la population qui survit avec un maximum de 7 $ par jour. Donc tous ces gens-là sont invisibles par rapport à ceux qui perçoivent plusieurs milliards par an. Vous prenez une famille au Brésil avec, on va dire, 10 000 francs suisses par an, invisibles. Vous prenez une famille en Suisse avec 80 ou 100 000 francs par an, invisibles. Au bout du compte, 99,99999, etc. % de la population est invisible par rapport à cet axe vertical ici même de personnes qui dominent complètement. Et une telle répartition des revenus est incompatible, que les choses soient claires, est incompatible avec la démocratie. Parce que ceux qui sont justement là, eh bien ils achètent des croissants, comme nous, ils achètent, excusez-moi, des médias, des sociétés de médias comme nous en croissant. C'est incompatible avec une démocratie. Ils ont un pouvoir absolu, tous ces gens-là. Alors, un exemple parmi d'autres. Monsieur Bezos, vous voyez, content sur cette photo-là de quoi? Le 20 juillet 2020, juste pour situer les choses, sa fortune a augmenté de 13 milliards de dollars en un seul jour. C'est le double de ce qu'1,3 milliard d'Africains ont reçu le même jour. Le double. C'est plus de 10 châteaux de Versailles. Louis XVI était l'individu le plus riche à l'époque. Le château avait commencé à être construit avant sa naissance. C'est plus de 10 fois ce château, et non pas en 50 ans. Le château de Versailles a fallu une cinquantaine d'années pour le construire, en un jour. Donc non seulement les fortunes s'accumulent comme jamais dans l'histoire, mais à une vitesse incroyable. C'est extrêmement dangereux pour la démocratie et pour nous. Alors, la finance casino repeinte en vert, j'en viens rapidement maintenant à Crédit Suisse, parce qu'elle était présentée comme durable, cette banque magnifique. Vous voyez, donc je cite le directeur, le dernier directeur en 2021, cette banque avait même un rapport de durabilité. Notre stratégie
place la durabilité au cœur de notre proposition de valeur. Blablabla, tout ça. Cette banque était tellement durable qu'elle a fait faillite quelques mois après. On est convaincu que considérer la durabilité dans tout ce qu'on fait est essentiel pour notre succès à long terme. Quel succès à long terme? Ils ont disparu du panorama. Ils étaient impliqués dans une trentaine de réseaux. Cette banque était impliquée dans une trentaine de réseaux de banques dites vertes. Là, j'en ai listé quelques-uns, mais la liste était longue, ce serait trop long. Bon, donc ça, c'est de l'éco-blanchiment à grande échelle. Après ça, vous connaissez la situation de Crédit Suisse, ce qui s'est passé, vous vous en souvenez certainement. Les scandales à grande échelle avec Archegos, avec Greensill, c'était dans la presse, Le Temps ou la NZZ. Crédit Suisse chiffre la perte à 4,4 milliards de francs. L'apogée d'un an d'échec et de gestion des risques chez Crédit Suisse, etc. etc. Bon, rien n'a été fait sur le fond. Les rémunérations, tout aussi scandaleuses. Pour donner quelques exemples, Bradley Duggan, donc, qui a été directeur pendant un certain temps, a reçu 160 millions de francs en 8 ans et le cours de l'action a perdu 70%. Bien payé, non? Son successeur, resté en poste 4 ans et demi, il a reçu à peu près 60 millions de francs et le cours de l'action a baissé de 40%. Le dernier directeur a perçu plusieurs millions de francs en 2001, malgré toutes ces erreurs, tous ces fiascos, tous ces scandales. Eux qui parlent de performance, quelle est la leur? Elle est négative, que les choses soient claires. Donc, il s'agit non seulement de la banqueroute d'une banque, mais de celle des responsables politiques de ce pays, qui ont laissé les choses faire, finalement, et puis du monde académique, dont on pourra parler aussi, qui se tait lamentablement. Le directeur du conseil d'administration, souvenez-lui, peut-être on se remet, plus de 40 millions en 10 ans. Disparu, doit jouer au golf, répond pas aux questions des journalistes. Pas sur la Lune, mais quelque part. Alors, vous savez ce qui s'est passé. L'achat de Crédit Suisse par UBS. Déclaration de la FINMA et de la Banque nationale le 15 mars 2023. Il n'existe aucun risque de contagion directe entre les problèmes auxquels sont confrontés certains établissements bancaires aux États-Unis et le marché financier suisse. Magnifique, ça c'était le 15 mars. Okay. Les exigences strictes en matière, je cite toujours, de fonds propres et de liquidités auxquels les établissements financiers suisses sont soumis en garantissent la stabilité. Crédit Suisse satisfait, je cite toujours, aux exigences en matière de capital et de liquidité imposées aux banques d'importance ici. Donc tout va bien, passez votre chemin maintenant. Ne nous embêtez pas, c'est ça que ça veut dire. 4 jours plus tard, la banque était en faillite. Conférence de presse avec des représentants de la FINMA et de la BNS qui, avec un air piteux, nous annoncent que finalement, c'est la fin de l'histoire. Donc ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi? Comment se fait-il que le 15 mars, tout était sous contrôle et que le 19, la banque était en faillite? Je vous demande de réfléchir à cela, parce que la prochaine fois que vous verrez dans les journaux une phrase de ce type, avec UBS à la place de Crédit Suisse, il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire. En réalité, je me souviens à l'époque, c'est pas longtemps, vous aviez Biden, vous avez Scholz, vous avez Macron, vous avez Mme Lagarde, vous avez en Suisse aussi, responsable, répété régulièrement, chaque jour presque, même plus. Tout est sous contrôle, la situation est bonne, ne vous inquiétez pas. Mais si elle était vraiment aussi bonne que cela, à l'époque, pourquoi fallait-il le répéter chaque jour? C'était pas bonne, en réalité, elle était mauvaise. Donc voilà la situation, conférence de presse, vous vous souvenez. Donc après cette déclaration lénifiante de la Banque nationale et de la FINMA, Crédit Suisse, quelques heures après, demande un crédit de 50 milliards de francs. Alors on se demande, si la situation était aussi bonne, pourquoi cette banque avait-elle besoin de 50 milliards de francs aussi rapidement? Bon, après ça, faillite. Sur quelles données se sont basées la BNS et la FINMA pour faire de telles déclarations le 15 mars? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de commission d'enquête? Rien. Voilà, garantie publique. On aurait dû en savoir plus. Et qui est responsable de cette catastrophe? Un journaliste a posé cette question à la fin de la conférence de presse, le 19 mars. Pas de réponse, ou bien n'importe quoi. Des rumeurs qui auraient circulé en Nouvelle-Zélande, Australie, un complot étranger. Bon, alors les paris, maintenant, j'aimerais être concret. Hein. D'abord, je vais citer ces paris de manière générale. UBS, ces paris, donc s'il s'agit de produits dérivés, je vais donner un exemple concret pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pas de souci.
correspondait fin 2022 à 18 fois le PIB suisse. Et pour l'UBS, fin 2024, à 36 fois le PIB suisse. Parce que dans certains médias, à juste titre, il est expliqué que le bilan de l'UBS correspond à peu près à 2 fois le PIB suisse. Si on considère ces paris, donc ces produits dérivés, on arrive à 36 fois le PIB suisse. On va peut-être s'en inquiéter. Alors je vous donne un exemple concret, que certains ont peut-être vu, parce que j'ai utilisé dans d'autres présentations, mais je pense qu'il illustre bien le problème. Alors voilà, un de ces produits dérivés, hors bilan, que personne ne connaît exactement. Alors en anglais, ça donne Credit Default Swap. La plupart de gouvernements ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, c'est compliqué. Si vous allez sur Google, vous allez trouver une définition. C'est un produit dérivé, ça n'informe pas trop pour le moment, qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut de paiement d'une entité de référence. Bon, je ne sais pas si on est plus informé après avoir lu cette phrase. Alors, j'ai préparé un petit graphique tout de même pour éclairer votre lanterne. Vous voyez ici, une banque octroie un crédit à une entreprise d'un certain montant, X, 10 millions de francs par exemple. Et puis supposons que ça soit fait avant la Covid, ce crédit ait été octroyé avant la Covid, et que l'entreprise en question soit active dans le domaine du tourisme, hôtels, restaurants, etc. Alors tout à coup, avec l'apparition du Covid, la banque craint que l'entreprise ne puisse rembourser complètement son prêt, et elle achète un de ses produits, donc Credit Default Swap, ses produits d'assurance. Et donc, si, dans mon exemple, avec 10 millions de francs, l'entreprise ne peut les rembourser, mais finalement ne paye à la banque que 3 millions au lieu de 10, eh bien, avec ce produit d'assurance, l'assurance, justement, qui a vendu ce produit à la banque, paiera la différence, en l'occurrence 7 millions. Jusqu'à présent, on comprend la logique. C'est un produit d'assurance. Alors, je reviens à la définition, vous trouvez une remarque. Vous savez, c'est comme pour les médicaments, c'est écrit en petit, il faut prendre les lunettes. C'est peut-être important, effet secondaire. Alors, la remarque est la suivante, je cite. Il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité, un langage employé aussi un peu, sur l'entité de référence pour entrer dans un contrat de CS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de subir un risque pour se couvrir. C'est magnifique, c'est moderne. Je répète, il n'est pas nécessaire de subir un risque pour se couvrir. Donc si je prends l'exemple des voitures, il n'est pas nécessaire, ou il ne serait pas nécessaire de posséder une voiture pour acheter une assurance auto. C'est magnifique ça, non? Ça vous plairait? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Supposons que ce soit autorisé maintenant, là. Comment les gens, malfaisants, allaient choisir d'acheter quelqu'un qui ne possède pas de voiture mais qui souhaite tout de même acheter une assurance auto? Comment il va procéder pour choisir? Malfaisant, j'ai quelqu'un qui veut maximiser, comme c'est souvent ce qu'apprennent les étudiants, maximiser ses profits, n'est-ce pas? Comment il va faire? C'est pas pour lui parce qu'il n'a pas de voiture. Donc il faut qu'il identifie une personne. Quelqu'un qui a plein d'accidents. Comment? Quelqu'un qui a plein d'accidents. Vous pensez? Parce que s'il n'y a pas d'accident, pas intéressant, parce que l'assurance ne paie rien, justement. Il faut quelqu'un qui va avoir un accident voilà. Un jour donné. Voilà, un jour donné. Voilà, si on peut aider. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, merci. C'est-à-dire identifier parmi vos connaissances quelqu'un qui conduit mal. Première chose. Secondo, à la veille de son départ en vacances en Espagne, l'inviter pour un apéro riche, comme on dit aux Évangiles, avec pas mal d'alcool, pour être sûr qu'il ait effectivement un accident. Et puis comme rien n'est régulé dans le domaine de la finance, eh bien c'est pas une assurance que vous achetez, c'est 10, c'est 100 parce que vous voulez. Puis vous serez peut-être incité à bricoler sa voiture la nuit, tout de même, assurer que vous allez rentrer dans vos fonds. Voilà, c'est interdit dans tous les pays du monde pour les voitures. Il n'y a pas besoin de milliers de pages de régulation, il suffit de 2 phrases. Première phrase, si vous possédez une voiture, vous devez acheter une assurance auto. Seconde phrase, vous n'êtes pas autorisé à acheter une assurance auto sur la voiture d'un tiers. Très très simple, trop simple dans le domaine de la finance. Ici, c'est autorisé, pas pour les accidents de voiture, mais pour les accidents financiers. Donc, en l'occurrence, les faillites, les défauts. Donc, encore aujourd'hui, le 9 septembre 2025, ces produits circulent à grande échelle, qui permettent de parier. Comme il y a tellement de dettes dans le système, c'est un système extrêmement fragile, ben, effectivement, il risque de chuter d'un côté ou de l'autre, et ces produits existent. Alors, je reviens à mon exemple. Donc là, ça sera un produit d'assurance. Supposons que la banque achète bien plus de produits qu'il ne faudra à la place sur 10 millions, que ce soit sur 100 millions. Elle achète 10 produits, 10 CDS, ça s'appelle comme ça. 10 fois 10, ça fait 100. Donc là, permettez-moi de comparer 2 situations. Situation numéro 1, l'entreprise rembourse les 10 millions, la banque récupère ces 10 millions. Situation numéro 2, l'entreprise est sous problème, a des problèmes financiers, du fait de la Covid par exemple, et ne rembourse que 3 millions. La banque va activer ses 10 contrats, 10 d'assurance, et va récupérer 10 fois la différence, 10 fois 7, 70.
Donc pour résumer, la banque récupère bien plus lorsque son client est en difficulté financière. C'est l'exemple de la voiture qui est interdit, mais là c'est autorisé. Donc la banque est même incitée à créer des soucis financiers pour ses clients, pour qu'elle en profite. Quand je dis la banque, c'est la grande banque. Il s'agit de ces grandes banques, il y a une trentaine aujourd'hui au niveau mondial, qui proposent ces produits. Vous ne trouverez pas ces produits dans une banque régionale, heureusement. Au bout du compte, une de ces banques tombe en faillite, et puis nous on paye. Nous on risque de payer. Donc, exemple, entreprise là, qui jouait le rôle de l'entreprise, 2008, en haut, c'était la banque Lehman Brothers, qui est tombée en faillite. Qui jouait le rôle de la société d'assurance au milieu, une société qui s'appelle AIG, qui a vendu tous ces produits d'assurance. Et quelles sont les banques qui ont parié sur la faillite de Lehman Brothers, ici, Goldman Sachs et d'autres. Et donc moi je vous recommande ce film Inside Job, qui est en ligne, qui explique tout ça, et des interviews de directeurs, et entre autres du directeur d'AIG, qui explique qu'à l'époque ces produits étaient une machine à fric, pour reprendre ces termes. Parce qu'ils étaient sûrs que Lehman Brothers, ici même, était systémique, too big to fail, comme on dit, ne tomberait jamais en faillite. Donc si une banque ne tombe jamais en faillite, la valeur de l'assurance sur la faillite est nulle. Donc ils vendaient des produits autant qu'ils pouvaient. Et puis finalement, c'était une décision politique. Le ministre des Finances à Washington, M. Paulson, à l'époque, a décidé que Lehman Brothers n'était pas too big to fail. À partir du moment où il a pris cette décision, la banque est quasiment tout de suite tombée en faillite. D'ailleurs, c'est intéressant. Si au lieu de nous répéter, de la part des politiciens, tant en Suisse qu'à l'étranger, que le système est stable, qu'il n'y a pas de souci, on devrait dire les banques systémiques, cette trentaine de banques de Parlement, sont dans une situation tellement bonne qu'elles n'ont plus besoin de garantie d'État. Moi, je parie que la bonne moitié tomberait déjà en faillite. Et là, on a un exemple concret. C'est-à-dire, Lehman Brothers est tombé en faillite. À partir du moment où Lehman Brothers est tombé en faillite, AIG était quasiment en faillite, et ce même ministre des Finances, M. Paulson, a décidé que AIG, la compagnie d'assurance, était systémique et que le contribuable américain devait payer la facture. Question, qui est ce monsieur Paulson? Vous savez où il a travaillé? Il travaillait dans une grande banque à l'époque. C'était un des directeurs de Goldman Sachs. C'est le pur hasard, parce que c'était vraiment une bonne affaire pour Goldman Sachs qui a encaissé le produit de ses paris, justement, parce qu'il s'agit de cela. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. On aura le temps de discuter après. C'est nous qui payons alors? C'est qui paye? Ben oui, quand ça tourne mal, c'est le contribuable, justement. C'est le contribuable. Les marchés financiers aujourd'hui ont deux béquilles. Les banques centrales dont on a parlé tout à l'heure, et nous. Donc c'est nous qui allons payer. Nous, on n'est pas américains, mais indirectement, maintenant on paye avec les 39%. Vous voyez ce que je veux dire? Alors le réchauffement climatique, j'y viens rapidement, mais c'est un business pour les grandes banques. Elles sont toutes, la plupart des grandes banques elles sont vertes, mais l'exemple c'est celui de l'Arctique, les forages en Arctique. Donc ce réchauffement ouvre de nouvelles routes, puisque les glaces fondent, et que c'est assez intéressant de suivre la situation, parce que presque personne n'habite là-bas, mais les données satellitaires permettent d'avoir une idée. Et vous voyez la nuit des lumières comme à Paris. C'est bizarre, parce que vu la densité très faible de population, c'est qu'il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est justement le forage à grande échelle. Pétrole, gaz, etc. Et qui finance là? On retrouve les mêmes banques qui, à l'époque, avant Trump, se prétendaient vertes, maintenant qui s'en moquent. JP Morgan, on retrouvait aussi d'ailleurs Crédit Suisse, Crédit Agricole, Deutsche Bank, qui financent des grands groupes comme Total Energy, Shell, Gazprom, etc. Bon, puis on retrouve aussi BlackRock, ça va vous savoir. Alors, quelle est la solution proposée par la plupart des économistes, en tout cas les économistes traditionnels, et des ONG comme le WWF? C'est considérer la nature comme capital. Donc, voilà, quelle est la valeur d'une forêt? J'aurais tendance à penser qu'il est agréable de s'y promener le dimanche et qu'il n'y a pas besoin de mettre un prix, parce que ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Et voilà, ils vont commencer à voir quelles sont les espèces, est-ce qu'il y a des espèces qui sont utiles dans cette forêt, peut-être les abeilles pour la pollinisation, qu'est-ce qu'elles produisent, miel et autres, puis d'autres, ils ne voient pas ce qu'elles produisent, puis elles ne voient rien à leurs yeux. Non, ça c'est une impasse, une autre impasse. Ce qui a de la valeur, encore une fois, n'a pas de prix. Pas besoin de considérer une forêt comme un capital. Parce que sinon, il faut l'exploiter, il faut abattre, il faut etc. Non, ça c'est une fausse solution. Chercher la valeur marchande des différentes espèces, c'est absurde. Alors j'en viens au monde académique, qui brille par sa discrétion. Moi j'ai été vraiment
effaré en 2023, effaré entre guillemets, c'est pas une surprise, mais tout de même, la seconde banque de Suisse disparaît. On a des spécialistes payés à prix d'or en Suisse, dans les universités, je veux dire, Lausanne, Genève, Zurich, qui sont occupés quand des journalistes demandent leur point de vue. Ils sont occupés. Au moins, dans le domaine de la nature, vous avez le GIEC, les spécialistes qui produisent des rapports. C'est intéressant, parce qu'on peut discuter, mais bon, ils mesurent la température au fil du temps, c'est utile. Non. Là, les gens se taisent. Pourquoi? Bon, il y a eu un article là, qui est cité dans la Swiss Finance dans République, et le titre est ici, il est sorti l'année dernière. Il a fait, le journaliste a fait une enquête auprès justement des collègues qui recevaient des compléments de salaire de la part des grandes banques. Et bien sûr, quand on reçoit des compléments de salaire, eh bien, on est incité à être occupé, pas répondre aux questions. Et ça pose un problème, parce que tout de même, en tant que prof en Suisse, on est correctement payé, et il y a un contrat implicite avec le contribuable, qui est que, on essaie d'analyser la situation, de trouver des solutions s'il y a des problèmes, et de mettre tous sur la table. Non. Alors il faut savoir, parce qu'ils sont financés par le contribuable, ces gens-là. Donc ils ont non seulement un salaire de prof, mais en plus ils récupèrent des dizaines de milliers de francs. C'est dans l'article, hein, qui est en allemand, mais il a peut-être été traduit d'ailleurs. Donc ça crée des inhibitions. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si des collègues pensent que Crédit Suisse, finalement, c'est pas grave, qu'ils le disent. Certains ont dit que c'était impossible, quelques semaines avant, c'était impossible que Crédit Suisse disparaisse. Donc spécialiste. Alors, de nombreux concepts traditionnels sont véhiculés, sont faux. Il faut remettre aussi la théorie économique, il faut la remettre à plat. C'est pour ça que je parlais de faillite aussi de la théorie économique, de ce qui est enseigné par le monde académique. Alors, pour vous donner un exemple, en principe, ce qui est enseigné, c'est que les marchés financiers sont parfaits, efficaces, ils ont raison, en quelque sorte. Ce sont les nouveaux dieux d'une économie, d'une religion auquel il nous est intimé de croire. Les marchés ont raison, non? Donc les marchés ne sont pas manipulés. Alors je vous donne un exemple, c'est une capture d'écran, je vais me lever, j'espère que le micro tout de même permettra de suivre. Donc ça c'est des transactions à haute fréquence, donc à la milli ou à la microseconde. Il s'agit... Ah, merci. non, je le tiens, attendez. Merci, oui, c'est bon. Merci, c'est bon, merci bien. Donc, transaction à la milli ou microseconde. Vous voyez, ça va très vite ici, le temps. Donc, là, il y a un logiciel qui souhaiterait apparemment, vous voyez, buy, qui souhaiterait acheter, vous voyez. Quel impact sur le prix? Le prix est là, dans cette colonne. Le prix monte de 111,35 à 111,38 en bleu. Quand le prix est suffisamment élevé, que fait le logiciel? Il annule, vous voyez, cancel tous les ordres d'achat, et il va sur l'autre colonne de vente, et il vend. Donc je résume, le logiciel donne l'impression qu'il veut acheter, les prix montent, quand ils sont suffisamment élevés, le logiciel annule tous ces ordres d'achat et vend, parce que le prix est élevé. Les étudiants apprennent, et en bas vous avez l'exemple inverse pour la vente, les étudiants apprennent que les marchés donc, sont efficaces, sont parfaits, ils sont manipulés à grande échelle. C'est juste capture d'écran, et ces transactions à haute fréquence correspondent peut-être environ à 50% du total. Donc elles sont programmées pour agir comme cela, pour induire en erreur d'autres logiciels, comme si on avait que ça à faire. Donc il faut, pour faire réaliser cela, des informaticiens de pointe, mais qui auraient mieux à faire en travaillant pour des hôpitaux, etc. par exemple. Non. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire gagner quelques millisecondes à des individus extrêmement riches déjà. Absurde. Distribution des revenus. Alors ça, on a vu déjà, mais ça, c'est la conséquence de ce qu'apprennent les étudiants dans ce domaine et de l'application de ce principe. Toujours plus, ça veut dire toujours mieux. Donc ils apprennent que la boulimie, c'est bien en fait. La boulimie, ce n'est pas une maladie, mais c'est bien. Donc ils ne veulent pas 2 Porsche, ils en veulent 3. Ils ne veulent pas une Ferrari, ils en veulent 5. Donc le résultat de tout ça, c'est cette distribution des revenus dont j'ai parlé, parce que les Elon Musk, les Bezos, etc., ils maximisent à grande échelle. Et simplement, ça se fait aux dépens de la population. Parce que ça, ce n'est pas appris dans les cours. On dit, oui, c'est bien de maximiser. Oui, ils maximisent, mais simplement, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Les systèmes de santé sont à la traîne, éducation, culture, etc. etc. Autre hypothèse, autre concept,
qui est très souvent avancée. Dès qu'il y a un problème, la solution c'est la croissance. C'est ce qu'ont appris la plupart des politiciens, de droite comme de gauche. Et puis ils répètent ça à satiété. Alors tout de même, il y a des questions sous-jacentes qui devraient se poser. Croissance, pourquoi? Ça dépend des biens. Prenez un pays comme la France, qui produit des bombes atomiques et des maisons, par exemple. On va peut-être moins de bombes atomiques et plus de maisons. Donc ça, tout dépend de quoi l'on parle. On produit des pesticides et des tomates, des légumes. On va probablement moins de pesticides et plus de légumes et de fruits. Donc croissance, le PIB n'est pas la solution ici. Pour qui, alors, la croissance est extrêmement concentrée? Une grande part des richesses va vers le pourcentage le plus riche. Je cite Oxfam, 2023. Depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, près de 2 fois plus que le reste de la population mondiale. Donc c'est comme s'il y avait un gros gâteau, et 100 personnes, et il y en a un qui arrive et qui dit « Moi, je veux 63% du gâteau ». Et non seulement il le dit, mais il le fait. À la limite, c'est pas étonnant de sa part. Ce qui est étonnant, c'est que les autres ne disent pas « Ça va ?» À quel coût? Ah oui, le coût de cette croissance, c'est la pollution, le réchauffement climatique, les pertes de biodiversité. On a des gens qui vivent dans des bulles, hein, donc effectivement, sur des yachts, des hélicoptères, des bunkers. Réagir pour sauver et promouvoir la vie, oui, bien sûr. Il est urgent de sortir de cette impasse. Ce système est moribond, il faut justement stopper les activités toxiques. Et bon, comment? Ce sont les mouvements sociaux, des citoyens qui disent stop, justement, qui en ont assez de cette situation. Non pas pour eux seulement, mais pour les générations à venir. On est dans une situation paradoxale, ou particulière en tout cas, puisque on doit aussi s'intéresser au destin et aux besoins d'individus qui ne sont pas encore nés, qui ont besoin, comme nous, tout simplement, de respirer de l'air frais et d'avoir accès à l'eau potable. Quand on dit ça, on passe pour un extrémiste. C'est incroyable, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Donc, se préoccuper de gens qui ne sont pas encore nés. Curieux comme situation. C'est pourtant la nôtre. Donc, dire non à l'économie de guerre, bon, pratiquement en Suisse, se faire entendre si on est contre l'achat de CF-35, c'est une absurdité tout cela. On a besoin de F-35. Il n'y a pas d'autre priorité dans ce pays que de satisfaire Donald. Il y a certainement d'autres possibilités. Le faire savoir si on n'est pas d'accord. Limiter les ravages de la finance casino, de tous ces paris. Alors là, j'évoque 2 ou 3 pistes. Donc, la question des dettes. Parce qu'on nous répète matin, midi et soir, surtout dans un pays de l'autre côté, la frontière, qu'il faut rembourser les dettes, etc. Il faut savoir qu'à un certain moment, il n'est plus possible de rembourser les dettes. Et je vais citer, non pas la Grèce, mais l'Allemagne. L'Allemagne, dans l'histoire, 2 fois de suite, n'a pas remboursé ses dettes. Pas la totalité de ses dettes. Après la Première et après la Seconde Guerre mondiale. Impossible de rembourser. Il y a eu des accords qui ont été signés à Lausanne, à Londres. Quand il y a trop de dettes, il y a trop de dettes. Là, il y en a trop dans le système. Stopper, limiter tous ces produits toxiques financiers, c'est insupportable qu'ils circulent avec autant de facilité. Et c'est autorisé par les 10 responsables politiques. Il faudrait qu'ils s'en préoccupent. Est-ce qu'ils ont été élus par nous, dans une instance? Appréhender comme il se doit la puissance de ces monopoles, Meta, Google, etc., qui dominent complètement le système et sans aucune réaction intelligente de ceux qui sont censés nous représenter. La microtaxe, alors j'y viens, puisque c'est un des thèmes. Avec quelques collègues, on s'était engagés il y a plusieurs années dans une tentative pour obtenir des signatures. Donc il s'agissait de taxer toutes les transactions électroniques. Et bon, on a commencé à un moment parfait, c'était 2-3 mois avant le début de la Covid. Donc on a raté, mais on a eu environ 93 000 signatures, on n'a pas atteint les 100 000. C'était vraiment une expérience intéressante, certains ici peuvent en témoigner. Et bon, l'idée, ça serait, si ça intéresse à TAC, de reprendre l'idée, et la modifier, la mettre à jour. Donc juste pour bien fixer le cadre. Hein. Donc vous avez un montant de transactions en Suisse qui est énorme. Donc je prends les chiffres de la BNS. 50 000 milliards de francs, j'expliquerai que ces chiffres sont... En réalité, le vrai chiffre est bien plus élevé. Voilà, 50 000 milliards, selon la BNS, ça concerne beaucoup de transactions sur actions, entre autres, et de transferts de compte à compte.
environ 30 000 milliards de francs sur les marchés de change. Après ça, vous avez les transactions dites intrabancaires. Une transaction intrabancaire, c'est quand vous envoyez une somme, quand vous recevez une somme de quelqu'un d'autre dans la même banque. Il n'y a quasiment aucune statistique. Et pourtant, ça existe, une grande banque comme UBS, mais dans cette banque, il y a beaucoup de transactions intrabancaires. Pas de statistiques. Les dérivés, alors je vais y venir dans un instant, énormes. Transactions à haute fréquence, je vous montrer cette capture d'écran, pas de statistiques. Ça va trop vite, apparemment. Les crypto-devises, Bitcoin et autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire concernant la Suisse? Difficile. Au bout du compte, une estimation prudente, 150 000 à 200 000 milliards de francs par an de transactions en Suisse. Donc, c'est-à-dire environ 200 fois le PIB suisse. Donc, vous imaginez ce qu'on peut obtenir en taxant ne serait-ce qu'à 0,1% des transactions électroniques. On paye la TVA, qui est bien plus élevée, mais 0,1% est insupportable pour le secteur financier. Pourquoi? Alors là, je voulais vous montrer rapidement les chiffres. Pourquoi je vous ai dit que les chiffres de la Banque nationale étaient sous-estimés? Vous voyez, 50 000. Il y a eu un changement de modalité de calcul en 2023. Vous voyez, pour fin 2012, il était indiqué 95 000 milliards, 95 000 milliards. Quelques mois après, pour la même date, ce chiffre, au lieu d'être à 95, tombait à 33. Oui, c'est à 30. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont enlevé des statistiques, les transactions entre la Banque nationale et les grandes banques 2 fois par jour, le matin et le soir. Bon, c'est une décision politique, mais les transactions, elles existent toujours. Donc, tout ça pour dire que les chiffres fournis aujourd'hui par la Banque nationale, ces 50 000 milliards, sont en deçà de la réalité. J'en viens aux dérivés. Je vous ai dit que c'était énorme aussi. Pourquoi? Ça sont les chiffres de la SIX, donc de la bourse, en l'occurrence, aux Suisses. Vous voyez ici, donc dérivés pour les produits, pour les actions. Equity en jaune, ça veut dire action. Et vous voyez à droite le montant en francs, 211 000 millions milliards. 211 000 millions milliards. Seulement pour la Suisse. C'est entre 250 000 et 260 000 fois le PIB. Je n'ai pas dit 250, 250 000. Et 260 000 fois le PIB de la Suisse. J'ai envoyé à l'époque un courriel à SIX avec 2 questions simples. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Est-ce qu'il y a une erreur de virgule? Et secondo, est-ce qu'on peut m'expliquer? Réponse, il n'y a pas d'erreur et il n'y a pas d'explication. Donc passez votre chemin, et puis si ça tourne mal, eh ben on paye. Ah bon? Et pourquoi les responsables politiques ne se saisissent pas de la question? Parce qu'ils devront répondre. Si à Berne, effectivement, on pose la question au groupe SIX, ils devront répondre. Donc, ce que je peux dire maintenant, c'est que, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, si cette idée est reprise par attaque, il suffirait de se centrer sur les transactions sur produits dérivés. Les montants sont tellement énormes, pas besoin d'embêter qui que ce soit d'autre à payer 0,1%. Les produits dérivés, d'abord, ça va, comme premier avantage, ça serait de mettre en lumière ces volumes énormes, savoir ce qui bouge en Suisse, pour quelles sont les banques, où sont ces produits pratiquement, quelles sont les institutions. Ce ne sont pas seulement les banques, il peut y avoir BlackRock, Suisse BlackRock n'est pas une banque, qui sait, d'autres entreprises qui ont été financiarisées, c'est énorme, donc on en saurait plus. Ça générerait des montants qui permettraient de financer largement la transition énergétique, d'abolir la TVA sur les biens de base, enfin bon, quelque chose de simple et d'utile, mais qui est hors de question pour la plupart des partis. Donc, j'en termine là, moi je suis là de vos dispositions, je voulais qu'on réfléchisse un jour, mais je pense que ce qui serait approprié de parler d'une part de la récolte, de l'impôt, puis après ça de l'utilisation. Plus de F-35 ou moins, il faudrait peut-être faire savoir ce qu'on en pense. Voilà, j'arrête là pour qu'on ait du temps pour discuter au sujet du spectacle et puis au sujet de la présentation. On est disponibles tous les 3. Merci. Merci Marc pour cet exposé. Je vais donner la parole tout de suite au public. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions, des mains qui se lèvent. Formidable. Allez. Si on propose une taxe sur les transactions, ça veut dire qu'on accepte les transactions.
Oui, oui, non, cet argument revient souvent. Mais moi, je le retourne à la manière suivante. Il y a une taxe sur le tabac, une taxe sur la prostitution. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de taxe sur les transactions. Après ça, l'effet tout de même, ça va être quoi? Ça va être que elles vont diminuer ces transactions, et tant mieux. Et tant mieux. Elles vont diminuer. Elles ne vont pas diminuer à zéro parce qu'il y a des transactions à l'intérieur de la Suisse, de toute manière. Et oui, elles vont diminuer, tant mieux. Pourquoi elles vont diminuer? Parce que c'est l'argument qui est invoqué. Par exemple, pour le trading à haute fréquence que j'ai montré, la capture d'écran, si vous introduisez 0,1%, c'est vraiment des grains de sable dans les rouages de l'économie casino, ça va tuer une partie de ce business. Et tant mieux. Donc on ne pourra plus, quel scandale, n'est-ce pas, plus acheter ou vendre des actions à la milieu ou les micro-secondes. Est-ce que c'est l'essentiel aujourd'hui? On s'en moque. Donc voilà, il y a une partie des transactions qui vont diminuer, mais je reviens à mon tableau là. Si au lieu d'avoir affaire à 250 000 ou 260 000 fois le PIB suisse, on a seulement affaire à 10 000 fois le PIB suisse, où est le problème? Ça sera déjà beaucoup, probablement trop. D'accord? Donc il faut taxer pour mettre en lumière ce qui existe déjà, et puis voir comment on avance. Il y a un problème à la base. Donc le fait de mettre en lumière, ça permettra aux gens d'en prendre conscience. Oui, si vous voulez, c'est paradoxal, par exemple, la mise en lumière. Vous voyez, donc l'État ici a demandé, sur le principe très bien, à la bourse, de livrer ses données il y a une dizaine d'années. Donc le groupe SIX livre ses données, c'est en ligne. Passif, hein, mais ça va. Ah, d'accord. Oui, j'éteins bien. Ah, d'accord. Le groupe SIX livre ses données et personne ne s'en préoccupe. Donc, à Berne, c'est 250 fois le PIB, et alors? Donc, à quoi ça sert? C'est comme si vous avez un compteur de vitesse pour conduire, personne ne le regarde. Il faut le regarder, puisqu'ils ont demandé justement au groupe SIX de fournir ces données, mais qu'ils les regardent et puis qu'ils disent, et s'ils pensent que 250 000 ou 260 000 fois le PIB, c'est en ordre, qu'ils le disent, qu'ils vous expliquent pourquoi. Moi, je ne suis pas dupe, mais s'ils ont une bonne idée qu'ils la mettent sur la table, non, on ne parle pas. Donc c'est absurde. Donc mettre en lumière, discuter, réduire, il y a beaucoup de choses à faire, à mon avis. Merci pour votre question. Oui, et j'ajoute, dans le prochain bulletin d'attaque, on a fait un entretien avec Sergio Rossi, économiste à l'Université de Fribourg, lequel précise que le PIB suisse s'élève à 800 milliards par année, et il dit qu'en 3 jours de transactions, c'est à peu près l'équivalent du PIB suisse qui circule sur les marchés financiers. Alors, bon, c'est des ordres de grandeur qui sont difficiles à évaluer, mais voilà, il dit qu'une taxe sur les transactions financières aurait l'effet de stabiliser l'économie suisse. Et au fond, d'avoir aussi d'attirer les investisseurs en Suisse, parce que l'économie serait beaucoup plus stable, il y aurait un contrôle sur les transactions financières. Mais enfin, je vous invite à lire l'article qui paraîtra bientôt dans le bulletin, que vous trouverez sur le site internet d'Attaque Suisse et qui sera téléchargeable en PDF. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Juste une précision par rapport à Sergio Rossi, donc il faisait partie du comité Microtax il y a quelques années avec nous, et puis il a raison. Alors si on considère les données liées aux dérivés, alors c'est encore pire, c'est encore bien pire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. La question sur le même sujet, c'est pourquoi tous les partis sont contre? Je vois bien la manne financière, il y en a une, mais quel est l'argument pour que les partis pensent qu'il faut convaincre leurs membres, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, que ça serait une mauvaise chose? Est-ce que ça va ralentir l'économie et des gens vont être virés? Est-ce que ça va... Quel est l'argument contre en fait? Oui, bon, ça dépend des partis. Les partis dits libéraux n'aiment pas du tout cela, parce que les taxes, c'est bon pour nous, mais pas sur les marchés financiers, n'aiment pas du tout. Donc les arguments sont toujours les mêmes, hein, faire peur. Ça va générer des pertes d'emploi. Ah, effectivement, donc ceux qui travaillent pour le trading à haute fréquence, là je reviens à mon petit tableau, ben, ils risquent d'être au chômage, mais ils font peut-être autre chose de plus intéressant. Les informaticiens, ils ne travailleront plus pour un hedge fund, ils travailleront peut-être pour un hôpital. Ça sera mieux, ils seront moins payés, mais ça sera plus efficace pour la société. En tout cas, c'est générer la peur. C'est-à-dire ce business, ces activités vont partir à l'étranger, qu'elles partent à l'étranger. Après ça, pour les partis de gauche, c'est plus surprenant, effectivement. Ils auraient aimé écrire eux-mêmes le projet. Et le problème, c'est que quand nous, on n'y est pas arrivé, 100 000, ils auraient pu reprendre le projet d'écrit, mais ils ne l'écrivent pas. Donc pourquoi? Moi, je ne sais pas. Pourquoi ne reprennent-ils pas l'idée? C'est Attaque qui la reprend, tant mieux, mais tout de même, les Verts, ils pourraient se dire, ah oui, on a une source de budget. Lorsque on est passé au 13e mois de rente à baisse en Suisse, de droite
retraite, la solution pour le financement était évidente. C'était justement la taxe sur les transactions financières. Balayer d'un revers de main, et les partis de gauche ou les verts, on ne résiste pas. C'est insupportable. On a la solution, pas besoin de monter la TVA. Donc voilà, paradoxal et embêtant. Encore une question là? Oui, merci pour la présentation. J'ai une question, parce que justement une telle taxe, ça permet de générer des revenus qu'on peut allouer d'une manière qui serait bonne pour la société. Oui. Mais dans votre vision de la finance, si vous deviez un petit peu dire quels sont les grands axes de réforme qu'il faudrait mettre en œuvre pour en fait mettre la finance au service de la société, pas juste prendre des revenus d'un truc qui crée des problèmes pour essayer de les résoudre, mais pour remettre la finance au service du bien commun. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, est possible, sachant que la finance privée poursuit des intérêts privés? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de remettre à l'ordre du jour les crédits guidés? Crédit guidé? Oui, la définition d'objectifs d'investissement par les autorités ou des autorités démocratiques dans différents secteurs comme la transition, les transports publics, etc. D'avoir de grands objectifs, c'est ça l'investissement? Voilà, qui serait un peu lié à la planification. Pourquoi pas, ça va dans le bon sens. Je veux dire, si c'est pas pour acquérir des F-35, ça va dans le bon sens. On a des priorités, encore une fois, réchauffement climatique, perte de biodiversité, santé, éducation, culture, les priorités sont là. Donc si c'est pour aller dans ce sens-là, oui, certainement. Mais encore faut-il que ce soit le cas. Parce que là, les priorités, c'est plutôt maintenir un système moribond. Et puis, nous, on paye l'assurance pour la grande banque. Donc si vous avez une voiture, vous ne payez pas l'assurance auto, pour revenir aux exemples des voitures. Donc pour l'assurance, la UBS bénéficie d'une assurance, mais elle ne la paye pas. Donc il y a un secteur qui la paye, c'est nous, qu'on le veuille ou non. Donc il y a des choses à faire, certainement. Il n'y a pas une seule solution, la microtaxe n'est pas la solution magique, il y a beaucoup d'autres idées à pousser. Moi, c'est là, le terrain était un peu labouré, donc les gens, certaines personnes savent déjà ce que ça veut dire, c'est très bien, mais beaucoup de choses. Donc d'abord les rémunérations démentes des directeurs des grandes banques, il y a des choses à dire tout de même. Bon, voilà, après ça, les produits toxiques, vous avez des institutions qui fonctionnent plus ou moins bien, ou plus ou moins mal, mais par exemple pour les médicaments, pour les voitures, une institution, une entreprise ne peut pas mettre sur le marché d'emblée un nouveau produit, une nouvelle voiture. Il y a des normes, hein. Encore une fois, il y a des problèmes avec tout ça. Mais dans le secteur financier, tout est permis. Donc ils peuvent mettre ces CDS que je montrais, ou d'autres produits tout de suite sur le marché. Et puis ça dérape, trop, c'est nous qui payons. Donc contrôler ce qui est en vente, voilà, donc il y a beaucoup de pistes, mais qui ne sont pas vraiment étudiées, parce qu'on nous dit que c'est pas possible, parce qu'on nous dit que UBS irait à New York, etc. Donc c'est toujours faire peur. Nous placer en situation, nous infantiliser, nous dire attention, partir. On réfléchit en nous. Attaque France avait été créée pour mettre la taxe Tobin en place, je ne sais plus c'était en quelle année. Je pense que Jacques Chirac avait mis à 0% cette taxe. Après, il y avait la Suède qui avait déjà mis en place une taxe sur le flux financier. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont déjà mis cette taxe en place? Et ensuite, par rapport il y a 7 ans, vous aviez commencé à faire à Lausanne des conférences sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui a avancé dans cette démarche-là? Donc, actuellement, il y a quelques pays qui prétendent avoir une taxe, à Tobin, mais une taxe sur les actions. Donc, il y a la France, l'Italie et l'Espagne. Mais bon, ça a été réduit à peau de chagrin, parce que les grandes banques sont actives par exemple, pour que les produits dérivés soient exclus des taxes. Donc, au bout du compte, dans ces pays, ce que ça rapporte, c'est tout petit. Mais ça permet au gouvernement d'afficher leur soi-disant volonté etc. Donc ça revient à mettre, c'est pas 0%, mais c'est faible, c'est très faible. Et les autres pays ne veulent même pas en entendre parler. Donc voilà la situation. Qu'est-ce qu'on a retenu? Ce qui s'est passé, après ça, bon, chacun suit son chemin ou sa voie, mais à mon avis, c'est l'heure, c'est le moment de reprendre cette idée.
qu'Attaque reprenne peut-être et avance. C'est toute une structure derrière Attaque qui nous manquait, nous, à l'époque. Il y avait 13 personnes qui essayaient de faire leur mieux, mais bon, c'est limité. Ben, merci pour l'intérêt que vous avez pour la taxation des transactions. C'est vrai que Attaque a une structure, mais elle est aussi très fragile. Donc, moi, je ne peux que vous inviter, si vous êtes intéressé en tout cas à approfondir la question, puisque le projet d'Attaque maintenant, c'est de lancer une initiative fédérale pour la taxation des transactions financières. Après, il faut définir à partir de quel montant et comment on fait. Eh bien, si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre le groupe de travail qui s'est mis en place pour vraiment essayer de concevoir voilà, un projet d'initiative qui soit cohérent et convaincant, et puis ensuite de préparer une coalition pour mener cette initiative, d'abord pour ouvrir le débat, et puis peut-être éventuellement intervenir au niveau de la Constitution. Et effectivement, ça me paraît important aujourd'hui d'aller chercher cette manne financière pour pouvoir financer des projets de transition environnementale. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Peut-être par rapport à l'initiative, comment vous allez mettre en place ce groupe de travail, comment vous allez travailler, c'est quoi le timing, qui doit participer, c'est quoi les éléments de output, etc. On en est vraiment aux bases de la constitution de ce groupe de travail. Mais j'espère qu'on va pouvoir avancer. Mais voilà, on est vraiment au tout début de ce groupe de travail. Il n'y a pas de timing encore et on se réunit la semaine prochaine d'ailleurs. Mais si vous vous êtes intéressé, vous écrivez au secrétariat attaque.ch. Je reçois le mail et je vous invite à venir alors dans ce groupe de travail qui se réunira la semaine prochaine dans les locaux d'Agisson. Voilà. Mais c'est une question peut-être à ce sujet, c'est une réflexion qui est menée au niveau du canton de Vaud ou bien au niveau suisse pour Attaque, en ce qui concerne cette taxe. Vous avez des collègues dans d'autres cantons qui s'y intéressent? Ah oui, les membres d'Attaque s'intéressent à la question. Alors évidemment, c'est important aujourd'hui de repartir sur cette idée, puisqu'Attaque l'avait un petit peu mise de côté et qu'elle a un peu disparu aussi des radars par rapport à cette idée. D'ailleurs, elle n'avait pas participé à la microtaxe et au comité scientifique qui s'était mis en place pour différentes raisons. Mais bien sûr, l'idée est de partir du canton de Vaud, puis évidemment de s'élargir sur le plan suisse. Oui. Changement de sujet. J'ai une question très simple pour nos amis acteurs. J'impose une phrase, et si vous ne comprenez pas, je demande comment vous faites pour casser la bulle? Ou est-ce que vous essayez de casser la bulle, de jouer devant un public non averti? Et si oui, comment? Juste si, je ne sais pas, le festival de rue, j'en sais rien. Super question. Et ben, nous, on casse la bulle tout le temps. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, là, d'être ici, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on aime bien aussi nous replonger dans l'univers militant dans lequel on baigne tout le temps, avec des interventions comme ça. Mais sinon, ce spectacle-là, par exemple, il est créé pour aller devant des publics qui ne se sont pas encore posé la question. Voilà. Donc, oui, on fait ça. Juste pour ajouter, l'idée, en fait, c'est que dès le départ, il faut qu'on soit avec un groupe. Il faut qu'on fasse partie ou qu'on aille faire partie. Parce que si on n'a pas le relais de personnes comme Marc ou Annès, ou aujourd'hui Attaque et d'autres endroits auxquels on a fait, par exemple à Avignon, on l'a présenté à l'université, ça n'a pas été suivi après, mais enfin pendant le temps du Festival d'Avignon, et là on va essayer de le refaire pour l'Avignon qui vient, et gratuit pour tout le monde. En fait, l'idée c'est d'avoir une sorte d'équipe, enfin en tout cas une poignée, grande, petite, et avec ça on peut fabriquer. On peut être à dispo, et on se rend à dispo pour aller où que ce soit. Et effectivement, après, on s'aperçoit que les bulles, les petites bulles deviennent des grosses, et les grosses bulles deviennent de l'air, et ensuite, voilà. Mais c'est compliqué à tenir, c'est compliqué, parce que voilà, ça dépend de la disponibilité de chacun, de nous, d'autres, etc. Voilà.
Et pour ce sujet spécialement, voilà, on a réfléchi il y a quelques années, mais tout seul, en fait, on est inutile. Moi, je pense. Moi, je me sentais inutile tout seul et impossible à fabriquer quoi que ce soit. Et dès qu'on est avec chacun son point de vue et sa connaissance, eh bien, on fabrique d'autant mieux. C'est un peu... Bon, voilà. Je sais pas si on est tous un peu isolés, quand même beaucoup, donc c'est bien effectivement de réfléchir ensemble. Oui, les milieux bancaires sont les rois de la triche et vous connaissez bien l'informatique. Comment on va faire pour, admettons que le changement constitutionnel soit fait, donc comment on va faire pour forcer les banques à appliquer le système et à pouvoir vérifier que les taxes qu'ils doivent payer, le volume de taxes sera juste, ou enfin, quand juste pas au centime près, mais disons globalement juste. Parce qu'en fait, c'est ça, si on fait un immense travail pour introduire quelque chose de bien, qui est la taxe sur les transactions financières, il y a d'ailleurs des chefs d'entreprise qui sont d'accord avec l'idée de taxer la finance. Mais après, quand il faut vraiment leur faire faire, quels moyens on aura, enfin l'État aura d'avoir un certain contrôle et que ça soit juste, qu'ils ne donnent pas des chiffres fantaisistes parce qu'ils contrôlent en fait leur informatique, leur maquiller. Oui, effectivement, un impôt risque de la sorte risque d'être contourné. Simplement, la taxe sur les transactions financières possède des caractéristiques intéressantes. C'est-à-dire d'abord, elle est très faible, 0,1%. Donc il faut avoir un esprit particulier pour essayer d'éviter une taxe à 0,1% alors que la pénalité sera probablement bien plus élevée. On ne parle pas d'une taxe de 20%, on parle d'une taxe de 0,1%. Moi, je ne vais pas chez le coiffeur en France parce que ça me coûte 0,1% moins cher. Donc, il faut avoir l'esprit très particulier pour éviter cela. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre une pénalité bien plus élevée. Puis après ça, ils font leur calcul. Et puis, l'autre ingrédient important, c'est que les politiciens qui sont censés nous représenter prennent ça au sérieux. Voilà. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est automatique. Donc, a priori, toutes les transactions, ça serait sur les dérivés. Donc ça permettrait d'en savoir plus, mais pour ça, il faut une volonté. Donc il faut que l'État demande à la FINMA, dans ce pays, de centraliser toute l'information concernant les dérivés. Ils le peuvent s'ils le veulent. Et puis, après ça, c'est automatique. On n'a plus besoin de discuter. Et encore une fois, des pénalités à la hauteur. Ça passe par la voie numérique, en fait, en gros. Ah oui, ça sera automatisé, donc c'est ça. Tout automatisé, c'est ça. Il faudrait une entité numérique qui puisse vraiment... C'est bien plus simple la TVA, en principe bien plus simple, c'est automatique. Okay. C'est ça l'idée, que ça soit automatique. Merci. Merci. À propos de l'automaticité de la taxe, on peut déjà dire qu'on est déjà taxé en fait en permanence. Chaque fois qu'on fait une transaction, chaque fois qu'on paye avec Twint, déjà là, c'est 1,3% qui est pris sur chaque transaction. Donc en fait, ça fonctionne déjà, mais toujours dans l'intérêt des acteurs de la finance et pas des contribuables en fait, c'est ça. Mais partout, on est tout le temps taxé. Vous avez tout à fait raison. En fait, la taxe, elle existe, mais elle est privatisée. Et elle est énorme, parce que si on pourrait être très prudent, supposons que les transactions financières, ça soit à peu près 100 fois le PIB mondial, et puis que ce qui est pris, c'est 0,1, alors c'est bien plus 0,1%. Déjà, ça veut dire que 10% de l'activité économique humaine est captée par le secteur financier chaque année. Et après ça, en fait, c'est pas 0,1% la moyenne, parce que d'utiliser Visa, Credit Card, American Express, je veux dire, c'est bien plus que 0,1%, donc la moyenne est supérieure à cela. Donc elle existe, vous avez tout à fait raison, mais elle est détournée vers des objectifs privés. Encore une dernière question. S'il n'y a pas de question, encore, oui.
Déjà, le secteur financier de Zurich, à 70%, c'est des infos. Il n'y a plus de crieurs qui font la bourse. Ah oui, la bourse, c'est informatisé tout cela. C'est ce que j'ai montré un peu avec le trading à haute fréquence. Donc déjà, c'est déjà un système qui n'a plus une personne derrière. On fait croire qu'il y a encore des acteurs qui jouent, mais il n'y a plus d'acteurs derrière. Tout se fait automatique. Je veux dire, c'est déjà... Oui, enfin, il y a toujours des gens qui écrivent les programmes. Oui. Donc ça, il faut se savoir faire. Et puis, il y a des gens qui passent des ordres tout de même. Ça, c'est automatisé, mais tout de même des gens qui passent des ordres et qui achètent ou qui vendent. Mais ça représente combien de pourcents, ces gens? Ce que j'ai montré là, avec le trading à haute fréquence, c'est de l'ordre de 50% pour donner un ordre de grandeur du total. Donc le contrôle est plus lointain, mais ça se fait sur la base d'algorithmes. Et puis si ces algorithmes ne rapportent pas assez d'argent à ceux qu'ils ont fait programmer, ben, ils en changent, ils renvoient les informaticiens, etc. L'informaticien est payé en fonction de sa capacité à gagner 0,1 seconde ou 1 seconde ou 1 microseconde par rapport à un autre. Voilà comment on est réduit. Donc une partie qui est automatisée. L'automatisé est très bien à certains points de vue parce que si la microtaxe, ça serait pris automatiquement. Parce que quand on va aux infos, la bourse, où ils sont là à crier... Ça, c'est partie de l'histoire. Oui. Donc ça, c'est fini, ça? Oh, quasiment, oui, c'est fini. C'est ça. Ce sont des plateformes. C'est ça. Sur des musées, souvent. J'ai l'impression qu'aux infos, il y a toujours cette image-là. C'est une vieille image, oui, c'est ça. Ce qui illustre pour permettre de comprendre. Ouais. Apparemment. Est-ce que... Merci beaucoup. Bah, écoutez, je propose que... Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on poursuive la discussion autour d'un verre. Donc, on vous offre l'apéro ou le verre ce soir. C'est la beurre qui régale. C'est la beurre qui régale. Et c'est la Taxe Suisse et les éditions Nova qui vous l'offrent. Donc voilà.